Donc, je m'appelle François. Euh, Moi, mon mantra, c'est d'apporter la culture ingénieur dans et les pratiques dans le monde de la data. Donc, globalement, ça fait beaucoup d'années que je travaille chez ADO, je fais pas mal de dev et je me suis un peu reconverti dans le monde de la data, on va dire 3-4 ans, 5 ans même. Et voilà, je suis aussi papa d'enfant et ça, c'est ma fille et elle sait pas classer les pingouins, mais ça, on va y revenir. Peut-être dans la salle, vous pouvez lever la main si vous développez vos CI comme ça, c'est-à-dire je fais un petit commit push de ma GitHub Action et j'attends que ça plante. Peut-être des personnes pratiquent ce genre de... Ah, ok. Bon alors il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a un outil qui s'appelle Dagger. Alors moi je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que d'abord il y a une présentation à 15h40 là-dessus. Mais en gros, la promesse de Dagger, c'est on code sa pipeline CI avec le langage de son choix. On peut tester rapidement en local. Et puis, c'est portable, c'est-à-dire que ça tourne sur son laptop, ça tourne sur le cloud, enfin, on va dire son provider de CI/CD préféré. Du coup, aujourd'hui, c'est comment pour appliquer un peu le concept de Dagger, mais dans le monde du machine learning. Du coup, petit cours très 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 rapide sur le machine learning. Finalement, c'est un peu tout le monde connaît la régression. On a des petits points, puis il faut trouver la droite qui matche le mieux avec les points. J'ai des petits losanges et des petits points, et il faut que je trouve la meilleure frontière. Donc finalement, il y a une histoire de data là-dedans. Et donc, ce qui est différent quand on parle de MLOps, ou en tout cas quand on développe des applications qui embarquent un modèle de machine learning, c'est que juste, il y a un ingrédient en plus qui s'appelle la data et qui change au cours du temps. Autant votre code, vous le maîtrisez, vous l'avez guidé, et puis voilà, ça ne dépend que de vous. Autant la data, souvent, ça change parce que ça reflète le monde qui évolue. Donc, il va falloir gérer ça. Donc, pour le gérer, on va la versionner, cette data. On va avoir son petit carnet d'expérience. On va regarder si j'ai mis tel paramètre, qu'est-ce que ça a donné. J'ai envie de savoir quelle version de data et quel code m'a permis d'arriver à ce résultat. Il y a un point assez important, c'est que les data scientists, si vous les avez fréquentés, ne construisent pas d'images Docker. Et parfois, oui, on a besoin de GPU ou de machines avec un peu plus de RAM que d'habitude. Donc on a des besoins spécifiques en termes de hardware. Donc normalement, en tant que, on va dire, Ops ou Dev, vous savez à peu près ce que c'est une CI/CD. Donc c'est des steps que vous enchaînez, avec peut-être des steps en parallèle, des steps qui dépendent d'autres steps, etc. Ce qui se passe avec la data, quand on ajoute l'ingrédient data, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des artefacts, en fait. Donc, ça peut être soit des datasets, ça peut être des modèles qu'on a entraînés, ça peut être des métadatas, ça peut être des images, ce genre de choses qui va courir le long de la pipeline. C'est-à-dire que l'output d'un step peut être l'input des steps suivants. Ça m'amène à vous présenter le framework ZenML, qui en fait, voilà, c'est l'esprit de Dagger, mais pour la data. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un SDK en Python, parce que le monde de la data science, c'est avant tout un monde de pythonistes. Donc là, finalement, c'est assez simple. On va annoter nos petites fonctions, mais on va regarder ça dans la démo. Et puis, c'est aussi une couche d'abstraction qui fait qu'on va pouvoir avoir un framework qui nous propose de faire des choses qui vont tourner sur le laptop, mais aussi sur différents cloud providers. Différents cloud providers, donc il y a plein d'intégrations. Vous pouvez faire tourner ça sur GCP, sur AWS, chez Azure. Vous pouvez avoir des modules qui sont différents. Voilà, si vous voulez vous adapter à votre propre stack machine learning, en fait. Qui est un monde qui est en constante évolution et c'est pas encore très stable, le marché. Alors je vous propose une petite démo. Donc je vous l'ai dit, ma fille, elle sait pas trop classer les pingouins, moi non plus d'ailleurs. Donc, on va entraîner un modèle de machine learning qui va distinguer les 3 espèces de pingouins qui, a priori, existent dans le monde. Donc, pour ce faire, ce que font les data scientists, alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils m'en voudront pas, c'est on prend d'abord un dataset, j'espère que c'est assez grand, et on va le télécharger. Donc, j'ai écrit un petit step qui s'appelle download data.
qui finalement, c'est un simple, je télécharge un wget, on va dire, hein. Donc je vais télécharger cette data, je vais la formater au bon format en termes de numérique ou d'entier. Et puis après, classiquement, dans les data science, ce qu'on fait, c'est que ce dataset, on va le découper en dataset d'entraînement, en dataset de test. Donc en Python, c'est comme ça qu'on annote un peu les choses pour dire en entrée, j'avais le fameux panda.dataframe, vous en entendrez parler si vous travaillez avec nos amis les data scientists. Et puis en sortie, j'ai plusieurs datasets. Je vais continuer finalement là, moi, dans cette petite démo, je vais entraîner 2 modèles de machine learning. Un qui s'appelle, qui est un support vector classifier, et un autre qui s'appelle une régression logistique. On pourra en parler au café si vous voulez. 2 modèles un peu très simples qui permettent de trier les pingouins suivant leur taille, la taille de leur bec, etc. Donc ça fait partie du dataset qu'on va aller chercher. À la fin, j'ai envie de les comparer. Donc, on verra ça plus tard, mais en gros, on regarde les performances des 2 modèles sur le dataset de test. Et puis, imaginons que je trouve mon modèle champion. Eh bien, là aujourd'hui, bon, je fais juste un logging.info, mais on devrait le pousser quelque part ou le mettre en production, le pousser un peu plus loin. Comment je câble ces petites fonctions? Je les ai juste annotées avec add_step du framework. Et après, je vais simplement écrire de façon naturelle dans mon langage ce qui se passe, le flux en fait. Donc, je télécharge mes données, j'ai bien mon dataset raw data. Après, j'ai appelé split data de raw data, ça va me donner mes 4 datasets, enfin mes 4 outputs que je vais réutiliser de façon différente dans les steps suivants. Et puis à la fin, je termine, c'est mon step, c'est register model. Donc, ce que va faire le framework, c'est qu'il va comprendre, il va câbler automatiquement ces choses-là. Donc démo, donc le fichier il est là, j'y vais, c'est parti, donc je lance Python. Ma pipeline d'entraînement. Donc je suis le data scientist, je suis sur mon laptop, je lance mon petit Python. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est parti, ça lance ma petite pipeline. Donc il a téléchargé le dataset des pingouins, il a tout séparé, il a lancé les steps, il y a quelques logs et tout. Bon, il s'est passé plein de choses, ma pipeline s'est bien déroulée, mais j'y vois pas grand-chose. Je vais peut-être faire un petit ZenML up pour avoir l'interface graphique. Sur mon laptop, ce sera un peu plus visuel. Donc c'est parti, il va se lancer. Il va se lancer, oui. Il m'ouvre dans mon navigateur cette interface et donc je peux naviguer. Je vois ma pipeline que j'ai appelée Demo Train Pipeline. Le dernier run est un succès. Je peux aller zoomer dessus. Et je vais avoir mon petit graphe de dépendance. Donc il a construit un peu comme un grand tout seul. Ce petit graphe, donc je peux cliquer sur un step, éventuellement voir le code du step si jamais c'était utile. Je peux accéder au log. Et surtout, je peux naviguer dans les artefacts et donc voir à peu près ce que ça donne. Donc là, je vois que j'ai un dataset qui s'appelle output. Et donc, j'ai la longueur du nez des pingouins, etc. Donc ça, c'est des choses que les data scientists aiment bien. Et ce qui surtout, c'est regarder comment leur modèle s'est comporté quand ils ont fait tester leur performance. Donc là, par exemple, j'ai cette step-là qui entraîne un modèle. Et ça a sorti des métriques de performance, pas super intéressant, on va dire, mais aussi des matrices de confusion. Donc ça, en fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a un axe, c'est ce que le modèle a prédit comme espèce de pingouin, et l'axe vertical, c'était quoi la vérité, enfin ce qu'on attendait du modèle. Donc là, on voit, par exemple, ce modèle-là, il se trompe. Il a prédit une espèce chinstrap alors que c'était un gentoo. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses que les data scientists aiment bien parce que ça leur permet de suivre la performance du modèle. Ils peuvent itérer dessus et ils peuvent peut-être même relancer la pipeline parce qu'ils bougent 2-3 paramètres, imaginons. Donc ça relance les choses et ce que je voudrais vous montrer là, c'est que j'ai un autre run de cette pipeline qui doit apparaître. Voilà. Le run est ici et j'ai eu un petit changement, c'est que j'ai bénéficié de cache, c'est-à-dire qu'il n'a pas réexécuté certaines étapes
parce qu'elles n'ont pas changé. Donc ça accélère quand même pas mal le développement des choses. Ça, c'est sympa, mais nous, ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est aller plutôt dans le cloud, parce que c'était l'objet de la démo. Donc, ce que j'ai fait, c'est sur mon laptop, j'ai déployé un cluster Kubernetes avec Kind. Je vais me connecter à ce cluster. Donc là, je fais un ZenML Connect. Et donc, je me connecte à un serveur qui était déployé précédemment. Hop. Donc, login mot de passe. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais utiliser une stack. Une stack, c'est un concept où on dit, bah voilà, je vais plutôt utiliser Kubernetes que mon laptop sur ce serveur distant. Voilà. Et bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste relancer ma pipeline et on va voir ce qui va se passer. Donc bah, c'est parti, il va relancer le run. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est parti pour construire une image Docker. Pourquoi? Parce que le framework a détecté que j'allais tourner sur ils appellent ça un orchestrateur, qui est, qui est Kubernetes, qui donc a besoin d'images Docker pour tourner, comme si je tournais sur Vertex AI, sur GCP ou ce genre de choses. Donc il a construit l'image, il l'a poussée, et puis bah, il a lancé les choses. Donc je peux suivre ça si je me connecte au serveur ZenML qui est ici. Donc là, je me suis connecté hop, sur le serveur distant. Hop là. Ah bah ça tombe bien, ça a foiré. C'est top. Alors pourquoi il n'a pas voulu... Je n'ai plus de réseau. Ah ok. Peut-être que je fasse quelque chose. Mon Wi-Fi a dû sauter. Non, je vais réessayer. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça a lancé des pods dans Kubernetes. J'ai relancé parce que là, je me prends un effet démo dans les dents. On relance. Donc côté serveur, j'espère que je vais avoir un autre run. Je peux le suivre ici. Donc le download data est ici. Il est en erreur. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Combien de temps il nous reste? 8 minutes? Bon. Soyons fous. On va repartir à 0. Voilà, faut que je prenne mon truc d'astuce là parce que je ne l'ai pas. Les joies du Wi-Fi n'existent pas. En même temps, vous venez d'assister à une démonstration Kubernetes, donc vous êtes des professionnels. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec Kind, bah, ça utilise Docker pour lancer un cluster Kubernetes sur mon laptop. Voilà. Et je vais déployer aussi des choses dedans, mais ce ne sera pas Traefik ni tout team, ce sera autre chose. Donc ça me requiert quelques minutes de plus. Et donc l'idée, encore une fois, avec ZenML, c'est que là, pendant que ça déploie, hein, c'est que j'ai écrit mon code sur mon laptop, j'ai pu faire mes itérations assez rapidement pour tester. Une fois que je suis content, en fait, ben, j'ai juste à changer la stack, c'est la commande ZenML stack set, qui me permet de dire, bah voilà, au lieu que ça s'exécute sur mon laptop, maintenant je voudrais que ça s'exécute sur le cloud. Donc là, je fais sur un orchestrateur type Kubernetes, mais
Encore une fois, il y a des choses qui sont disponibles sur Google Cloud Platform, sur AWS ou sur Azure. Et donc du coup, d'une façon très très rapide, eh bien, là je suis désolé, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant, puisque tout a craché, et que je suis vraiment mal. Je vais relancer un serveur local, tant pis. Faut que je remette dans un état stable. Donc eh ben, on a des notions de composants. Les composants, c'est ceci. Donc on a des orchestrateurs, on a des lieux où on stocke les artefacts, ça peut être GCS, ça peut être ce genre de choses-là. Des alerteurs si vous voulez mettre une alerte sur Slack à chaque step qui foire ou qui a un succès. Bien sûr des containers registries pour stocker les images. Des choses qui sont un peu plus liées la data science du type experiment tracker. Les images builders, c'est sympa parce qu'on peut utiliser soit son post avec Docker, mais soit on peut faire builder avec Google Cloud Build ou Canico. Et je peux aussi avoir, si je veux ma stack machine learning end-to-end, j'ai un composant qui s'appelle Model Deployer. Donc vous avez l'opportunité d'écrire une pipeline qui va entraîner votre modèle, et vous pouvez écrire un dernier step qui dit bah, ce modèle-là, tu me le pousses sur ma plateforme qui gère l'inférence des modèles. Donc voilà, il y a tout un ensemble de composants, de building blocks avec des implémentations qui existent sur étagère, où vous pouvez étendre, qui vous permettent finalement d'écrire une seule fois votre code et de le faire tourner un peu partout. Les key takeaways pour cette démo qui malheureusement a foiré, je m'en excuse. Vous pouvez écrire vos pipelines ML assez rapidement en Python avec les petits décorateurs. Vous pouvez faire vos tests sur votre laptop avec le FileFast, donc la boucle de feedback est très très rapide. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez faire tourner ça sur le cloud avec juste une commande de switch. Alors bien sûr, il y a peut-être un Ops qui a créé la stack, qui l'a enregistré dans le serveur Zenable, mais une fois que c'est fait, vos data scientists, ils peuvent vraiment avoir un time to market très très rapide, tout en étant agnostique de votre infrastructure. Donc si vous n'êtes pas lié soit à un clouder ou vous pouvez faire tourner sur votre Kubernetes si vous avez besoin. Voilà, c'était assez rapide, mais l'effet démo m'a séché en route. Tributaire du Wi-Fi, je m'en excuse. Pensez à donner vos feedbacks, genre on n'a pas vu la démo. Je l'accepterai avec plaisir. Je suis vraiment désolé. Voilà. Si vous avez des questions, on a quelques minutes, sinon bah, vous pouvez m'attraper. Oui. Je connaissais pas du tout comme outil. Donc, je suis complètement naïf sur la question. Donc là, on voit que c'est ça a l'air relativement agnostique par rapport à l'architecture cloud derrière. À quel point c'est agnostique par rapport au côté machine learning? Bah, c'est relativement agnostique parce que tu écris tes steps en Python, donc c'est un peu le standard que les data scientists utilisent. Tu n'as pas vraiment de contraintes sur cette partie-là. Tu peux utiliser n'importe quel framework, que ce soit TensorFlow, PyTorch ou les autres frameworks qui sont les plus connus. Tu as la possibilité, quand tu construis ton image Docker, en fait là, voilà, je suis passé un peu vite là-dessus, mais tu peux dire dans cette image, tu embarques ces librairies-là. Donc c'est là où tu contrôles finement, je veux embarquer TensorFlow dans mon image Docker ou un autre framework. Tu peux aussi customiser, comme tu as plusieurs steps, tu peux dire bah, ce step-là, il va s'exécuter avec une certaine image Docker. Donc Ok, par ouais. exemple, si tu as envie d'avoir une image plus courte parce que tu fais moins de choses de lourdes en termes de librairie, tu peux customiser. Et où tu peux dire aussi, bah, ce step-là, par exemple, il est compute intensive. Il faut qu'il tourne sur un nœud Kubernetes ou sur
chez GCP, il y a Vertex AI avec, tu peux avoir des GPU, tout ça. Donc, Ouais. tu peux à un moment débrancher, on va dire, l'exécution dans ton pipeline. Ce step-là, il va tourner sur le cloud ou ailleurs que la main pipeline. D'accord. Et du coup, là, dans l'outil, dans la présentation, moi, j'ai eu l'impression de voir un outil, je pense que c'est volontaire, un outil de workflow. C'est un outil de pipeline de machine learning, comme tu as ta pipeline de CI, où tu vas faire peut-être tes tests unitaires, tu Ouais, vas ouais. builder, tu vas compiler, tu vas avoir des quality gates. Là, c'est un peu le même esprit, tu vas récupérer tes données. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais souvent, enfin, une passe de contrôle qualité. Est-ce que les données, elles sont telles que je les attends? Une température pas négative ou ce genre de choses, tu vois, tu peux regarder ce genre de choses-là. Ou est-ce qu'elles ont dérivé dans le temps? C'est-à-dire, je m'attendais à avoir tel type de distribution des données, et finalement, c'est pas ça. Donc oui, quand tu fais du machine learning un petit peu industriel, tu as envie de mettre ces mêmes quality gates que tu as dans une CI traditionnelle. Ok. Et du coup, toutes ces étapes-là, tu peux les faire scaler si tu es vraiment intensif niveau calcul. Ouais. Ok. Parce que tu vas dire, bah, par exemple, ce step-là, particulièrement, je voudrais qu'il tourne sur une grosse machine. Donc, soit par exemple, ton cluster Kubernetes, il a des nœuds un peu plus puissants. Donc là, bah, c'est juste, tu vas annoter ton pod pour qu'il dise, bah, ce pod-là, il va être schedulé sur cette grosse machine. Donc, du coup, il pourra avoir plein de RAM, par exemple. Ou sinon, tu dis, bah non, j'ai pas envie de m'embêter, je veux consommer du serverless. Et tu peux dire, bah, cette étape-là, elle va aller elle va tourner dans Google Vertex AI, par exemple. Je prends Google parce que c'est ce qu'on utilise dans la boîte. Ok. Mais voilà. Ok, ok. Bah, puis, bon, je pense que pour le reste, j'irai lire de la doc. Voilà, les gars de ZenML, c'est une startup qui commence à décoller et ils sont super réactifs, bon train de release, ils ont un Slack où ils répondent tout le temps. Enfin, c'est vraiment, je vous encourage à regarder cet outil si jamais vous faites du machine learning dans votre boîte. En tout cas, nous, ça nous a vraiment permis d'accélérer les choses et Et surtout d'équiper, d'outiller des data scientists qui, avant, on avait plutôt besoin de profils experts. ça me parle beaucoup, ça, oui, cette C'est-à-dire que partie. j'ai besoin de mon ML engineer, j'ai besoin peut-être de mon ops, j'ai besoin, et donc en fait, ça freine le cycle de vie de l'application. Alors que là, ils sont outillés, donc on leur a pas parlé de faire du Docker plus particulièrement que ça, mais il y a un peu de magie qui se passe, et hop, ils sont autonomes. Et rendre les gens autonomes parce que tu leur donnes des bons outils, et ben globalement, tu accélères le time to market de ton application, quoi. Voilà. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il me semble que c'est bientôt l'heure de la pause. Je ne me suis pas raté. Voilà. Ah, si, encore une petite question là-bas. Il y en a qui sont pressés d'avoir un café, je pense. Pardon, donc je vous prive un petit peu de vos cafés. Alors, donc, pour les modèles que vous embarquez, c'est des modèles qui sont prédéfinis dans ZML ou vous les Non. importez de l'extérieur? Ah non, non, le modèle de machine learning, c'est le data scientist qui le définit dans son code Python de son step. Il peut très bien dire, je voudrais utiliser le framework TensorFlow ou le framework de son choix. Il va coder son architecture de modèle, si c'est un réseau de neurones ou un decision tree, enfin, il fait ce qu'il veut, il fait son travail de data scientist. Donc c'est vraiment agnostique. Sur cette partie modèle, il fait ce qu'il veut. D'accord. Et il n'y a pas de modèles qui sont par défaut sur ZML, non? Alors, c'est pas l'esprit. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas nommé, c'est qu'en fait, ils ont une notion de hub, où en fait, ils ont des steps prédéfinis. Donc, Ouais. si vous voulez, au sein d'une entreprise, ce qui est envisageable, enfin, je dis une entreprise, d'une organisation, enfin, ce que vous voulez, c'est d'utiliser ce hub pour enregistrer des steps prédéfinis. Comme ça, les data scientists, ils peuvent réutiliser ces steps-là. Donc, on pourrait très bien imaginer de mettre sur étagère des modèles très courants. Comme ça peut vraiment, les data scientists, ils vont piocher des modèles, des contrôles qualité, ce genre de choses. Et ils vont pouvoir écrire leur pipeline dédié à leur business case de façon assez rapide. Merci. D'abord, merci beaucoup pour la presse. Et sinon, j'ai une question par rapport à des solutions officielles telles que Apache Airflow.
qui Ouais. est utilisé dans notre boîte. Quels sont les avantages que présentent ZNML? En fait, Airflow, il va beaucoup être orienté vers plutôt de la data engineering, des flux de données. Ce que va t'apporter ZNML, c'est que tu as toute une couche d'abstraction et d'intégration, notamment sur des composants qui sont très très spécifiques au machine learning. Par exemple, le modèle registry. Donc c'est un peu comme ton container registry, mais pour tes modèles. MLflow en est un exemple. Ton experiment tracker, MLflow fait aussi experiment tracker. Ou un feature store si tu as des données tabulaires, souvent c'est utilisé pour les données tabulaires. Donc voilà, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'était 20 minutes, c'était court, etc. Mais donc c'est les building blocks dont tu as besoin pour faire du machine learning un peu, enfin on va dire un peu plus industriel. Et donc du coup, ça c'est, tu as cette abstraction là. Tu vas apporter ton implémentation, tu vas dire bah, mon modèle registry c'est MLflow ou c'est un autre modèle registry. Et ça, tu l'as pas dans Airflow, parce que Airflow, c'est un orchestrateur qui va être plus comme ça. C'est-à-dire qu'Airflow, bon, il va passer 2-3, peut-être il peut passer des infos entre un step et un autre. Enfin, tu vas faire du XCOM ou ce genre de choses, si je me souviens bien. Alors que là, c'est quand même beaucoup plus designé pour prévoir que tu as ce flux de données, ou enfin d'artefacts, qui va passer d'un step à l'autre. C'est ma vision des choses. Voilà. Plus de questions? C'est l'heure du café? Bon. Ah, merci beaucoup.